Donc, si tu mets 10 000 euros, tous les mois, tu prends 100 euros. Et tu te dis là, mais c'est lunaire, comment le mec, il arrive à me reverser du 12%, parce que 12%, ça paraît dingue. Comment on va les sélectionner en leur demandant d'apporter au minima 10 à 20% d'apport qu'on va mettre en séquestre, et on est sûr qu'on a déjà de l'argent pour payer les intérêts. Bonjour, bienvenue Cédric. Salut, merci Thomas. Tu vas bien? Ouais, super. Donc on reçoit Cédric Onis, le fondateur donc de la plateforme Brix, avec qui on va parler donc crowdfunding immobilier fractionné. Est-ce que pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, faire une présentation rapide de ton parcours? Ouais, carrément. Je suis Cédric Onis, donc j'ai 36 ans, 2 enfants, entrepreneur dans l'âme. Moi, je viens d'un milieu très modeste, ma mère était assez pauvre et très tôt, tu vois, j'ai eu pas mal de frustrations, et une des frustrations que j'ai connues, c'était finalement cette différence que je pouvais subir, et donc tout mon parcours entrepreneurial, et je me rends compte toute ma jeunesse, a été animé sur cette égalité des chances, sur l'accessibilité de pas mal de choses, l'accessibilité dans la connaissance, l'accessibilité dans ma première société, dans l'accès aux médicaments et à la santé. Et là, aujourd'hui, sur Brix, je suis plutôt dans l'accessibilité du patrimoine. Comment on fait justement pour redonner à tous les mêmes chances de réussir d'un point de vue patrimonial et de s'élever d'un point de vue aussi social. Comment je fais pour aider les personnes à sortir de leurs conditions un peu sociales. Il y a une étude, moi, qui m'avait complètement sidéré, qui avait été mise en place par l'OCDE. On te dit que pour changer de milieu social, il te faut 6 générations. Une génération, c'est une période de 30 ans. Et donc, les gens ont tendance à refaire les mêmes études, le même travail et le même parcours patrimonial que leurs parents. Donc, il te faut 180 ans pour changer ça. C'est long, 180 ans. C'est très long. Et donc, tu as tendance à te mettre un plafond de verre au-dessus de la tête et te limiter toi-même. Et donc, comment on aide justement monsieur et madame tout le monde à se dire qu'eux aussi, ils peuvent acheter, ils peuvent investir et ils peuvent sortir de cette condition-là. Et c'est super passionnant comme sujet. Et en tout cas, c'est ce que vraiment j'essaye de faire au quotidien avec Brix, et on va pouvoir en discuter. Ok. Et avant Brix, tu avais créé une autre société qui était liée au médical, hein, c'est ça? Ouais, moi j'ai un parcours assez atypique. Je suis parti dans des études de santé, tu vois, je suis pharmacien de formation. Donc là, je pourrais te délivrer des médicaments au comptoir d'une pharmacie. C'est pas bien, je suis malade. Sauf que ça m'a pas du tout plu. Donc à côté, j'ai fait des études de finance en parallèle de ça. Et dans ma première entreprise, en fait, j'ai été le premier à permettre la vente de médicaments sur Internet. Et là, c'est pareil, je voulais démocratiser l'accès aux médicaments parce que je trouvais ça fou que finalement tu sois obligé de te déplacer au comptoir, et surtout il y a des grosses problématiques de médicaments contrefaits qui sont potentiellement dangereux pour la santé, que tu peux acheter sur Internet et tu sais pas trop d'où ça vient. En général, ça vient de Russie, ça vient de Chine. Et donc 1001 Pharmacie, qui était ma première boîte, te permettait d'acheter des produits de santé sur Internet. Ça s'est très bien développé. On est monté jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de quelques années. Tu vois, il y avait 50 personnes que j'avais en gestion. Et d'un coup, pour moi, ça a été la dégringolade, parce que du jour au lendemain, je me suis fait virer de ma propre société que j'avais montée par mes actionnaires. Ils avaient mis 10 millions d'euros au capital de la société, donc j'étais très minoritaire. Et j'ai découvert que du jour au lendemain, un actionnaire majoritaire qui a plus de 51% de la boîte peut te remercier et te dire ciao, au revoir. Et à la suite de ça, ça a été compliqué de rebondir, mais à la suite de ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai une âme entrepreneuriale, et j'étais obligé de me créer un filet de sécurité qui allait passer par l'immobilier. Donc j'ai commencé à faire de l'immobilier, et là, ça a été intéressant parce que je me suis rendu compte que si tu fais bien les choses dans l'immobilier, tu peux gagner quand même des sommes d'argent importantes, surtout quand tu fais de l'achat-revente avec de la rénovation. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Du marchand de biens? Donc vraiment marchand de biens, achat de maisons, des coupes. Mais ça a été le parcours du combattant vis-à-vis de mes banquiers pour financer les opérations, qui avaient toutes les excuses du monde pour pas m'accompagner. Et tu vois, moi je suis très cartésien, très rationnel, donc je comprenais pas quel était leur logiciel en fait, sur quel standard on me refusait des opérations. Des fois c'était complètement incohérent, mais c'était leur case, tu vois, et je me suis dit, mais en fait ça, il faut le réinventer. Et surtout, au-delà de ça, il y a des millions de personnes qui n'ont pas accès au crédit immobilier. Le crédit immobilier, c'est quand même
la façon de t'élever en termes de patrimoine et en termes de milieu social. Pourquoi? Parce même que quand tu pars de zéro. Quand tu pars de zéro, tu mets une surface d'argent au travail qui ne t'appartient pas. En fait, tu empruntes de l'argent qui ne t'appartient pas, que tu vas réussir à faire fructifier en achetant un bien immobilier. Et plutôt que, on l'a tous vu, hein, et tous connu, hein, plutôt que de donner des loyers à un propriétaire, en fait, ces loyers-là, tu les épargnes et en fait, ils vont te revenir au bout d'un moment parce que le bien immobilier t'appartient. Donc, plutôt que de payer des loyers, tu rembourses un emprunt. Donc, c'est de l'argent que tu épargnes de cette façon-là. Et on le voit d'ailleurs, tous les plus riches ont créé leur richesse la majorité du temps grâce à cette capacité à acheter avec de la dette, donc à acheter avec de l'emprunt. Moi, l'exemple que je donne le plus souvent, c'est l'exemple de Patrick Drahi, justement avec Altis et Numéricable, qui a réussi à racheter SFR. SFR, c'était une boîte en milliards, tu vois, et donc il a réussi à mettre de la dette pour acheter un mastodonte qui est SFR. Aujourd'hui, Patrick Drahi, c'est 50 milliards d'endettement. Donc il était à hauteur de 90-95% du chiffre d'affaires de la boîte. Donc, mais pourtant, c'est un des premiers milliardaires français, et donc il arrive à créer de la valeur comme ça. Alors on pourra discuter de son taux d'endettement et de ses montages pyramidaux, mais en tout cas le fait est que ça peut fonctionner d'arriver à s'endetter, et 80% des Français ne peuvent pas avoir accès au crédit immobilier et ne peuvent pas s'endetter justement pour se créer un patrimoine. Donc c'est ce que j'ai vraiment voulu changer avec Brix, parce qu'il y a des projets super cool et pourtant qui ne rentrent pas dans le logiciel du banquier, et ça, moi, ça me paraît pas normal, et donc c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place avec notre plateforme. Ok. Alors, moi, ce que j'aimerais dans cet épisode, c'est que on fasse vraiment une sorte de tuto, guide complet sur le crowdfunding immobilier fractionné. On va y revenir justement sur les deux notions, qu'on explique un peu, voilà, comment ça se passe, parce que moi, j'ai souvent tendance à dire que ça reste un investissement que j'appelle exotique, dans la mesure où c'est pas un investissement traditionnel comme l'immobilier physique, les SCPI ou la bourse, mais c'est un investissement qui est quand même pas mal en vogue, hein, depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et l'idée, c'est vraiment qu'on explique bien à l'audience, en quoi ça consiste, hein, avec toutes les caractéristiques pour que les gens puissent faire leur choix. Est-ce que déjà tu peux déjà essayer d'expliquer simplement c'est quoi la différence entre l'immobilier fractionné et le crowdfunding immobilier? Parce que j'ai l'impression que les deux notions souvent se confondent un peu. Alors, le crowdfunding immobilier, c'est, tu vois, t'as deux mots dans crowdfunding. T'as crowd, ça veut dire quoi? Crowd, c'est la foule en anglais, et funding qui est le financement. Donc c'est un financement par la foule. En français, on va parler de financement participatif. Donc faire en sorte de mettre autour de la table beaucoup de particuliers ou potentiellement des entreprises, mais en tout cas beaucoup de parties, pour financer des projets de manière participative avec la foule. Dans le crowdfunding, déjà, il y a différents types de financement. Il y a le financement en action. Donc là, c'est en général le crowdfunding en equity. Donc je finance le crowd equity aussi. Le crowd equity, je finance en action. Il y a le crowd lending, je vais financer avec de la dette. Lending, c'est prêter en anglais. Et donc là, ça se fait plutôt soit par des contrats de prêt, soit par des contrats d'obligation. Une obligation, c'est un titre de dette. Donc les deux, c'est de la dette en fait. Donc ça, c'est le crowdfunding. Je vais prêter de l'argent et on va mettre plusieurs parties autour de la table pour arriver à réunir des montants importants, soit en equity, donc soit en action, soit en obligation, titre de dette. Et apparu avec Brix, l'entreprise que j'ai créée, une autre forme qu'on va appeler l'immobilier fractionné. Qu'est-ce que l'immobilier fractionné? C'est de dire que on va fractionner de l'immobilier et on va fractionner la détention de l'immobilier. Donc c'est uniquement philosophique, donc c'est uniquement un point de vue, parce que dans les faits, ça se passe jamais, on fractionne jamais le bien immobilier. On n'a pas, si j'ai 1000 personnes qui font de l'immobilier fractionné, j'ai pas 1000 personnes qui sont en indivision sur un bien immobilier. Donc comment c'est arrivé? C'est arrivé via l'essor de la tokenisation de l'immobilier, avec des sociétés aux États-Unis qui ont commencé là-dessus, à dire on va encapsuler des biens immobiliers dans des structures juridiques, donc dans des véhicules juridiques. Donc une société égale un bien immobilier. Donc je crée une société qui va posséder un bien immobilier. Cette société-là, elle est en action, et donc je vais vendre la propriété de chacune des actions pour essayer de collecter une somme d'argent qui va me permettre d'acheter le bien immobilier.
et je vais rétribuer les investisseurs sur la part au prorata des loyers qui sont générés et de la plus-value qui est dégagée par le bien immobilier. Et donc, on a dit quoi aux États-Unis? Les Américains ont dit, je vais mettre un token égale une action. Donc, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, je matérialise sur la blockchain un token qui équivaut à une action. Pourquoi? Parce qu'en général, pour échanger des actions, il y a ce qu'on appelle des ordres de mouvement de titres qui sont un peu fastidieux d'un point de vue administratif. Et là, un token sur la blockchain, c'est bien plus facile à faire bouger d'une personne à l'autre. Et donc, je vais faciliter la liquidité sur cette propriété d'une action d'une société qui possède elle-même un bien immobilier. Et moi, quand j'ai vu ça en 2020, je me suis dit, OK, tokenisation très compliquée d'un point de vue intellectuel pour une grosse partie des personnes parce que ça demande d'avoir des notions sur la blockchain, tout ça. Notion de blockchain, notion de portefeuille sur du Web3, sur de la crypto. Ça fait peur à ma mère, ça fait peur à beaucoup de personnes. Donc, comment on recrée cette notion de fractionnement de l'immobilier et surtout, qu'est-ce qu'on recherche autour du fractionnement de l'immobilier? On cherche surtout à redonner aux personnes cette notion de possession de l'immobilier et donc de bénéfice d'une partie des loyers et d'une partie de la plus-value qui est créée. Et donc moi j'ai fait ça en 2021 avec un contrat qu'on appelle un contrat de royalties en anglais ou un contrat de redevance où ça s'appelle de la finance qui est basée sur les revenus. C'est-à-dire que il y avait bien une seule société qui possédait un bien immobilier. Les personnes me donnaient de l'argent pour acheter ce bien immobilier. Et en échange de cette part d'argent qui allait permettre d'acheter un bout de l'immobilier, j'allais leur reverser 100% des loyers qui étaient qui étaient générés par le bien immobilier et 100% de la valeur qui allait être générée de la valeur future qui allait être générée à la revente du bien immobilier. Donc la plus ou moins value qui allait se faire dans le temps avec le bien immobilier. Et c'est cette notion, en fait, donc la notion d'immobilier fractionné, c'est un peu une notion intellectuelle qui est de dire vous participez à l'acquisition du bien pour le meilleur et pour le pire. Donc, vous allez être rémunéré en fonction des revenus collectés et en fonction de la plus ou moins value future. Dans le meilleur des cas, ça peut être une très très bonne opération si l'immobilier prend de la valeur. Mais dans le pire des cas, ça peut être une mauvaise opération si soit l'immobilier perd de la valeur, soit si au niveau des loyers, s'il y a de la vacance locative, s'il y a des impayés, tu te retrouves avec potentiellement 0 revenu qui te sont reversés tous les mois. Et ça change pas mal avec ce qui se faisait dans le crowdfunding, parce que le crowdfunding, on était sur des rendements jusqu'à présent qui étaient des rendements qui étaient fixes. Tu vois, c'était j'investis et je vais prêter de l'argent à un promoteur immobilier, il me rend 10% d'intérêt à l'année, donc 10% de rentabilité à l'année, c'est fixe, ça ne bouge pas. Il me doit 10%. On va revenir après sur le fait qu'il puisse faire défaut et puisse ne pas me payer, mais en tout cas, contractuellement, il me doit 10% à l'année. Alors que là, dans l'immobilier fractionné, il y a cette notion de variabilisation et d'incertitude liée au bien. Si on m'a dit que j'allais gagner 6% à l'année, potentiellement je peux en gagner 10 si ça se passe mieux que prévu et si le contexte économique est plutôt favorable, mais potentiellement je peux perdre de l'argent tous les ans. Donc ce risque est non plus porté par l'opérateur qui me propose la solution, mais porté directement par l'investisseur. Et ce qui recrée vraiment la notion de détention d'immobilier comme tu l'as dans la vie en direct, dans la vie classique. Tu vois, toi, quand tu achètes un bien immobilier, tu sais que potentiellement, si le locataire il te paye pas, c'est toi qui va devoir y faire face. Donc, sur la mécanique juridique, finalement, on est assez proche et on n'est pas sur de la détention, sur de l'indivision d'un bien immobilier. Donc, les personnes qui rentrent dans l'immobilier fractionné ne sont pas détenteurs d'une partie de l'immobilier. Au mieux, ils sont détenteurs d'une action d'une société qui possède le bien immobilier, mais ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Mais en tout cas, c'est plus sur cette notion de qui porte le risque pour recréer finalement cette dynamique comme si tu détenais de l'immobilier à titre personnel. Ok. Et donc là, du coup, sur le crowdfunding, qui est votre modèle, du coup, plus récent, maintenant, vous êtes passé sous forme d'obligation, donc de manière plus traditionnelle sur le crowdfunding. Là, la différence maintenant, c'est que vous allez financer des projets, c'est ça, et vous allez il y aura pas alors, comment vous rémunérez l'investisseur? Est-ce que vous rémunérez que à la fin, ou est-ce que vous rémunérez aussi tous les mois une partie des loyers? Quelle est, en gros, la personne qui va mettre 1000 € chez vous, qu'est-ce qu'elle peut obtenir en termes de rendement, et de quelle manière elle est payée? Est-ce qu'elle est payée tous les mois, à la fin, ou les deux?
Ouais, alors juste pour remettre du contexte, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé la société en avril 2021, donc Brix, d'un coup, ça a plu à une grosse partie de la population pour deux raisons. D'un, parce qu'on était les premiers à faire à partir de 10 euros. Donc, on démocratisait vraiment l'investissement avec une faible somme à partir de 10 euros. Et surtout parce qu'on disait que une brique égale 10 euros. Donc, en fait, on a rendu quelque chose qui était très financier, avec beaucoup de notions qui étaient un peu complexes dans tous les sens, très accessible, parce que tu n'avais plus à regarder la partie financière, tu ne regardais que la partie immobilière. Je trouve que le projet est intéressant économiquement, donc j'y vais. Et on te disait pas, soit c'est de l'obligation, obligation simple, obligation convertible, action, paiement du coupon. Non, nous, c'était très simple. J'ai une brique égale 10 euros. À chaque fois que tu vas investir dans un projet, tu sais que tu vas récupérer tous les mois une partie des loyers qui te sont reversés sous forme de royalties. Et si le bien, il prend de la valeur, tu récupéreras une partie de la valeur. Donc, de manière intellectuelle, très simple de compréhension vis-à-vis d'un utilisateur. Et à partir de 10 euros, donc je peux mettre 10 euros, tester et progressivement acheter des nouvelles briques tous les mois si ça me plaît. Au bout d'un an, on avait collecté plus de 50 millions d'euros sur une cinquantaine d'immeubles. Donc c'est parti très fort. Et au début, il n'y avait pas de sujet parce qu'en fait, tu commences à acheter les immeubles et la vie est belle, tu multiplies les opérations. Quand tu te retrouves au bout d'un an avec 50 millions, tu te rends compte que la gestion locative, c'est vraiment la merde. Pourquoi? Rien que moi, j'ai trois apparts, je peux te dire que c'est déjà la merde. Alors j'imagine avec 50 immeubles. Parce que pour avoir des rendements importants, forcément, on est allé dans des villes secondaires. On est allé sur des immeubles de rendement qui des fois avaient 20 appartements où il y avait des travaux de rénovation à faire pour acheter moins cher. Et quand tu commences à acheter, tu as des locataires d'un coup qui font les morts. Attendez, mais j'ai payé mon loyer à l'ancien propriétaire. Il faut bouger tout ce qui est CAF et APL sur le nouveau gestionnaire qui était nous. Et en fait, les 6 premiers mois, c'est un enfer parce que là, tu dois courir après tout le monde. Tu dois trouver une agence immobilière qui fait le boulot. Tu te rends compte que l'agence fait pas le boulot, donc tu dois changer d'agence. Tu as 1 an de mise au carré pour chaque immeuble. Et c'est très, très dur de le faire à l'échelle, donc at scale, quand d'un coup, tu prends 50 millions. Et finalement, on s'est rapidement rendu compte que on n'était pas meilleur que les autres. On avait, il faut le dire, tu vois, on avait un taux de vacances locatives, on avait un taux d'impayé qui était dans les standards du marché. Et les 6% de rentabilité sur des loyers qu'on avait annoncés allaient plutôt être autour des 4,5-5% les premières années. Et là, les investisseurs qui nous avaient fait confiance et qui nous avaient prêté les 50 millions sont revenus nous voir de manière régulière parce qu'on leur reversait de l'argent tous les mois pour nous dire, mais attendez, vous nous avez promis 6% en revenus locatifs tous les mois. Je me retrouve plutôt quand je fais la moyenne à 4,5-5. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est notre contrat de royalties. On vous a dit que dans le meilleur des cas, vous alliez être à 6, mais potentiellement, vous alliez être à moins parce que c'est vous qui portez le risque de vacances locatives, c'est vous qui vous portez le risque d'impayé. Et en fait, ça, on s'est rendu compte que autant c'était bien compris et bien perçu par des investisseurs qui mettaient des sommes importantes comme 10 000 euros sur notre plateforme. On a un investisseur, il a mis 600 000 euros. Lui, il a l'habitude d'investir, il a déjà investi ailleurs et il nous dit, non mais moi, 4,5, quand le livret A, il est à 0,5, parce que quand on remet dans le contexte, à l'époque, le livret A, il était à 0,5. Ça me va très bien. Je suis à 10 fois le livret A. Vous inquiétez pas, les gars. Moi, j'avais compris, ça fonctionne bien. La personne qui met 10 euros, 100 euros, 1000 euros, qui, pour elle, a mis chez toi une part significative de ses économies, que tu lui rendes 5 au lieu de 6, ça fait une grosse différence pour elle. Et donc, c'est un modèle qui lui allait pas parce que finalement, ces personnes-là, qui veulent faire fructifier leur capital sans aucun risque, n'étaient pas prêtes à jouer ce jeu de si ça se passe bien, tout va bien, et si ça se passe mal, c'est moi qui supporte le risque. Et donc, progressivement, on a fait évoluer notre modèle vers un modèle plus classique, qui est un modèle en obligation régulé par l'autorité des marchés financiers, parce que c'est un titre financier. Et on s'est dit, en fait, on se rend compte que on n'est pas forcément les meilleurs sur le marché pour faire cette gestion locative. Il y a des hôteliers, il y a des startups qui font de l'immobilier toute la journée, qui sont très fortes pour faire ça. Mais par contre, on est les meilleurs pour analyser les projets, les structurer et les mettre à disposition sur notre plateforme de la manière la plus compréhensible possible pour un particulier qui aimerait investir très facilement dans l'immobilier.
Et donc, on a fait évoluer notre modèle sur de l'obligation, mais surtout sur des taux fixes. Et on a gardé deux choses. On a gardé un montant à partir de 10 euros. Donc, démocratisation, accessibilité pour tout le monde. C'est resté pareil, ouais. C'est pareil. Une brique égale 10 euros égale une obligation. Et on a fait une deuxième chose qui ne s'était jamais vue sur des plateformes de crowdfunding jusqu'à présent, c'est que nous, on s'est dit, en fait, le crowdfunding sur les 10 dernières années ont principalement financé des promoteurs immobiliers. Un promoteur immobilier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va construire un immeuble et revendre des appartements. Ce promoteur immobilier, il a souvent besoin de beaucoup de fonds propres au début pour faire un effet de levier avec la banque qui va lui financer 80%. Les 20% sont apportés par la foule et le crowdfunding. Mais sauf que ce promoteur immobilier, quand il construit son immeuble, il a deux risques. Il a un risque de construction, donc si ça se passe mal pendant les 2 années de construction, et il a un risque de commercialisation. C'est est-ce que il a la certitude d'arriver à vendre les appartements au bon prix rapidement, parce que sinon, personne ne récupère son argent s'il n'arrive pas à revendre les appartements. Et jusqu'à présent, personne n'avait financé des biens d'exploitation. Et nous, c'est ce qu'on a démontré qu'on savait faire au travers de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier d'habitation. Quand on finançait via finalement la masse des projets déjà exploités, parce que c'était des immeubles déjà intégralement loués avec des locataires à l'intérieur, et ça nous permettait quoi? Ça nous permettait d'avoir des loyers tous les mois et donc de payer des revenus aux investisseurs particuliers tous les mois. Donc ça, on s'est dit, en fait, ça marche super bien parce que les gens veulent pouvoir investir tous les mois pour se créer quoi? Un complément de retraite ou un complément de revenus. Donc, gardons ce modèle-là, allons financer des projets d'exploitation. C'est un projet d'exploitation, c'est un projet qui, tous les mois, génère du chiffre d'affaires et donc est capable de payer des revenus tous les mois. Donc, on s'est retrouvé avec ce modèle en obligation à faire quoi? À aller financer des hôtels qui veulent accélérer sur l'achat de leurs murs, des entreprises qui veulent accélérer sur l'achat de leurs bureaux et qui font du chiffre d'affaires et qui peuvent payer des loyers tous les mois, des entrepreneurs qui veulent accélérer sur du Airbnb, etc., etc., etc. Et donc ça a permis quoi? Ça a permis de dire, comme il y a des revenus qui sont payés tous les mois, on va financer des murs d'hôtel, mais peut-être pas à 11%, mais à 9%, parce que c'est sécurisant pour l'investisseur. Et donc tout le monde s'y retrouve. Le particulier, il a une rentabilité qui est très importante parce que en fonction des projets, on est entre 8 et 12%. Il a un revenu qui lui est versé tous les mois, donc il y a des intérêts. Et qui le paye ce revenu du coup? C'est l'hôtelier par exemple, l'hôtelier qui veut acheter ses murs. C'est le porteur de projet quoi, ou celui qui veut faire. Le porteur de projet, il a déjà des murs qui appartiennent à un propriétaire externe, il paye un loyer. Donc en fait, à un moment donné, l'hôtelier qui exploite son hôtel, il se dit pourquoi je rachète pas mes murs? Et nous, on a beaucoup de groupes hôteliers qui, tu vois, là on en a financé un. Ce groupe hôtelier, il a 50 hôtels. La banque l'accompagne pour à peu près deux nouveaux hôtels par an. Donc, il est capable d'acheter des murs sur 2 hôtels tous les ans. Et lui, il vient nous voir et il nous dit, là, en fait, le contexte économique fait que il y a beaucoup plus d'offres de vente que de demandes à l'achat. Donc, en fait, moi, j'ai un pouvoir de négociation aujourd'hui qui est particulièrement important et c'est aujourd'hui qu'il faut que j'achète mes murs d'hôtel parce que je sais que je les paye 30% moins cher qu'il y a 2 ans. Sauf que la banque, elle m'accompagne pas, elle m'accompagne que sur 2 murs. Là, je pourrais en acheter 10 et je fais une super affaire. Est-ce que vous m'accompagnez? Et moi, je lui dis, oui, on va t'accompagner de manière transitoire parce que quand nous, on va te les financer à 10-11% tes murs d'hôtel. Par contre, tu les payes pas cher aujourd'hui et tu les referas financer dans 1 an par la banque. Mais alors, du coup, pourquoi le porteur de projet, il préfère payer 10% d'intérêt que 4%? Parce que finalement, c'est ça, la banque, elle lui prêterait un taux d'intérêt plus faible que ce que lui, il prend chez vous. En taux d'intérêt, oui. En mensualité de remboursement, non. Parce qu'en fait, comment ça se passe? C'est que sur des prêts professionnels, parce que nous, on ne finance, les porteurs de projets immobiliers sont forcément des sociétés commerciales. Donc, c'est des professionnels. Donc, c'est soit des SAS, soit des SARL qu'on finance. Donc, quand tu vas voir une banque aujourd'hui que c'est une société commerciale, la banque, elle te prête déjà sur 15 ans maximum. Elle te prête uniquement sur des crédits qui sont des crédits amortissables. Donc, c'est-à-dire que tu as un taux d'intérêt là aujourd'hui pour les professionnels qui est déjà plus cher que pour les particuliers. Donc, le taux d'intérêt en ce moment pour les professionnels est plutôt à 4,5. Et en plus, elle te demande d'amortir 100% du crédit sur 15 ans.
100% du crédit sur 15 ans, en amortissement, ça te fait à peu près du 6-7% de capital à amortir tous les ans. Donc, 7% de capital à amortir plus 4,5% de taux d'intérêt. Tu te retrouves à avoir des mensualités en charge de remboursement qui sont aux alentours des 11%. 11% par an de ton crédit, du montant que tu empruntes. Donc moi, quand je dis à un hôtelier, ça va te coûter 10% à l'année de taux d'intérêt, la charge de remboursement est exactement la même pour lui qu'il passe avec Brix ou avec la banque. La seule différenciation, c'est que moi, quand il rembourse ces 10%, c'est uniquement des intérêts et il n'y a pas de capital qui est remboursé. Donc, il épargne pas du capital qu'il va récupérer à la fin. Et donc, d'un point de vue financier, ça revient au même pour l'hôtelier. D'un point de vue patrimonial, c'est moins intéressant pour l'hôtelier parce que parmi ces 10%, il capitalise pas. Mais il se dit, je le fais de manière transitoire pendant 2-3 ans, le temps d'arriver à me refaire financer par la banque dans 2-3 ans, une fois que j'aurai montré que finalement ça passe très bien dans mon bilan et dans mon équation économique, mais au moins ça me permet de ne pas passer à côté de cette opportunité là tout de suite. Ok. Il y a un autre cas qui est intéressant, tu vois, le cas de Tony Parker qui est venu sur notre plateforme se faire financer 2 projets, un vignoble à côté d'Avignon vers chez toi. J'étais pas au courant, j'aurais bien investi. Dans lequel, tu vois, il y a un château qu'il a converti en gîte et tu vois, il a 20 mariages cet été au niveau de ce domaine. Également un haras en Normandie. Sur son château, c'est le château Saint-Laurent à côté d'Avignon. Lui me dit, je cherche un financement en in fine. In fine, ça veut dire que je rembourse le capital qu'à la fin et justement, j'ai pas cette notion de capitalisation et de remboursement par amortissement. Les professionnels, là, en ce moment, en in fine, ils se financent autour des 6% de taux d'intérêt. Il se trouve que comme c'était Tony Parker et qu'on savait qu'on allait le financer, on a mis un taux d'intérêt à 8. Il me dit, pour 2% de taux d'intérêt, le banquier m'amène 0 notoriété. Aujourd'hui, il y a 350 000 personnes qui sont inscrites sur Brix. On a envoyé des mails à 350 000 personnes pour dire qu'il y avait le financement du château Saint-Laurent, propriété de Tony Parker. Tony Parker, il se dit, moi, c'est un budget marketing d'avoir financé via Brix. Premièrement, 350 000 personnes qui voient le fait que j'ai un château Saint-Laurent. La presse a repris le truc parce que c'était super intéressant pour la presse de dire Tony Parker achète un château, s'associe à Brix et à la foule pour financer. Il y a eu 150 retombées presse qui ont parlé de son château Saint-Laurent. Donc en fait, lui, ça lui fait une visibilité qui est super importante. Et même pour l'investisseur, c'est aussi valorisant de se dire je contribue à financer le château de Tony Parker ou même c'est aussi tangible que de dire à partir de 10 €, je peux financer un projet qui est tangible et sur lequel j'ai une petite partie. Tu donnes vraiment du sens à ton épargne. Parce que là, c'est Tony Parker, mais tu vois, il y a plein d'autres projets qui sont super cool et tu vois vraiment que tu as un impact sur l'économie réelle. C'est simple, tu vois, là, il y a eu pas mal de polémiques sur le livret A qui potentiellement peut être utilisé pour payer l'armement, en tout cas payer des sociétés, financer des sociétés dans l'armement. Moi, à titre personnel, je sais que je suis plutôt anti-militarisation et donc j'ai pas forcément envie que mon argent, sans que je le sache, serve à payer des boîtes dans l'armement. Donc là, tu sais exactement à quoi va servir ton argent et en plus, ce qui est sympa là, en plus pour l'anecdote, c'est de se dire que le week-end, tu peux avoir un truc à raconter avec tes potes en buvant une bouteille de vin et c'est le vin qui vient du château. Ce château, j'ai mis 10 briques dedans. Donc ça, c'est ça. Et en plus, tu te dis, tu vois, moi j'ai eu Tony au téléphone, il me dit, Cédric, tu peux être sûr d'une chose, tu n'auras jamais aucun problème de remboursement sur cette dette-là parce que moi j'ai bien plus à perdre à ne pas rembourser 1 million d'euros vis-à-vis de mon image et vis-à-vis de tout ce que ça pourrait entraîner que mettre des investisseurs dans la panade. Donc, ce qui fait que quand t'as la caution d'un gars qui s'appelle Tony Parker, tu te dis aussi, ok, je peux mettre parce que 1 million au regard de son patrimoine personnel, tu vois, qui est évalué à 200-300 millions d'euros, ça pèse pour pas grand chose. Et donc, c'est aussi ce qui est rassurant pour un particulier dans un projet comme ça. Ok. Donc du coup, si je résume, donc l'investissement dans le crowdfunding, donc qui est le modèle qu'aujourd'hui vous faites avec Brix, c'est donc c'est des prêts, enfin la foule va prêter de l'argent donc à un porteur de projet qui va être remboursé de manière infinie, donc il va récupérer le capital à la fin, mais pendant toute la durée du projet, il va recevoir quand même des revenus passifs mensuellement. Tous les mois. Et on peut espérer quel type de rendement
sur le revenu passif, vraiment juste le rendement pur mensuel, on peut espérer combien à peu près? Alors, avant impôt, parce que ça dépend de l'imposition de chacun, et dans le pire des cas, c'est la flat tax à 30%. Ouais. Avant impôt, on est entre 8 et 12%. Là, tu vois, on a un projet à 12% actuellement, versé de manière mensuelle. Donc, il faut te dire, c'est 1% qui t'est reversé tous les mois. Donc, si tu mets 10 000 euros, tous les mois, tu prends 100 euros. Et tu te dis là, mais c'est lunaire, comment le mec, il arrive à me reverser du 12%, parce que 12%, ça paraît dingue, tu vois. Et surtout, tu te dis, franchement, rendement égal risque. Donc après, moi, j'ai posé la question, c'est quels sont les risques? Et voilà. mais je pense que, et alors on va faire un disclaimer tout de suite, effectivement, investir comporte des risques, le rendement est souvent associé au risque, donc c'est pour ça qu'on parle toujours de couple rendement-risque. Et donc, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, donc n'investissez pas tous sur Brix. Et même si vous mettez beaucoup sur Brix, on a un investisseur, il a mis 700 000 euros sur Brix, ce qui fait bien, c'est qu'il le diversifie sur un nombre de projets. Après, importants. j'imagine qu'il a pas mis tout son patrimoine aussi sur Brix. Je pense qu'il a aussi d'autres actifs. Enfin, j'espère pour lui qu'il a pas tout sur Brix. Non, il a 3 millions de patrimoine. Donc il a pas tout mis sur Brix. Et donc, mais ça représente une part qui est pas, c'est pas non plus négligeable. Qui est pas non plus négligeable. Et donc, je pense, et ça c'est à titre personnel en tout cas, que le crowdfunding, ce qui est intéressant, c'est que tu offres quand même un rendement assez attractif par rapport aux garanties que tu peux avoir derrière. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux en termes de couple rendement-risque. Par exemple, on va prendre l'exemple du projet à 12% là. Et après, on parlera de l'hôtel aussi, parce que des fois, il y a des garanties. Moi, ça me fait halluciner tellement elles sont fortes. C'est une société qui fait du marchand de biens sur un produit très spécifique qui est la loi de Normandie. La loi de Normandie, c'est comme du Pinel, c'est une loi de défiscalisation, mais contrairement au Pinel, où Pinel, j'achetais un appartement neuf en échange de le louer à loyer modéré, j'avais une défiscalisation qui allait de jusqu'à 9% par an sur mes impôts. Alors, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on arrête le Pinel, on arrête de construire du logement neuf et on va le faire sur le logement ancien pour rénover notre parc ancien immobilier et le faire monter d'un point de vue énergétique. Donc, le dispositif de Normandie, c'est j'achète un appartement qui est ancien et si sur l'assiette globale du projet, j'ai 25% de travaux au total et que je le fais monter de, je crois, 2 classes énergétiques, dans ce cas-là, et que je le loue à des personnes avec un loyer capé, dans ce cas-là, je vais bénéficier, pareil sur la durée, d'un produit de défiscalisation. Et donc là, on travaille avec une société. Ils ont 100 gars, ils ont une société de travaux d'un côté, ils ont 100 gars qui font des travaux toute la journée. Et donc eux, ils sont autour de Toulouse, à Castres exactement. Eux, ça fait 10 ans qu'ils achètent des immeubles, qu'ils découpent en appartements, pour lesquels ils font des travaux de rénovation qui sont nickel, et ils revendent ça à des investisseurs. Ça, c'est leur business initial. Et donc, depuis tout temps, ils ont toujours fait de la rénovation énergétique et fait de la rénovation d'immeubles qui étaient complètement pétés à la base. Là, il y a les conseillers en gestion de patrimoine qui ont plus du tout de Pinel à vendre, qui viennent les voir et qui leur disent on a besoin de 800 appartements pour faire du de Normandie. Et donc, en fait, eux, ils doivent acheter des immeubles et les revendre en appartements parce que leurs clients ont besoin d'appartements qui se revendent très facilement. Donc, c'est des appartements autour des 100 000 euros. Et donc, ils ont une demande pour 800 appartements à 100 000 euros. Mais c'est quand même eux qui doivent mettre l'argent initialement pour acheter les immeubles avant de les revendre à la découpe avec une enveloppe de travaux qui vont sous-traiter à leur boîte de travaux. Donc là, ils viennent nous voir et ils nous disent nous, en fait, on a vu que on a déjà mis 2,5 millions de notre poche. Entre l'achat, la revente et les travaux, on gagne 22% de marge nette. Donc, on marge à 22%. Et donc là, on a une demande qui est ouf parce qu'on a une commande de 800 appartements, mais on n'a pas suffisamment de capital initial pour pouvoir acheter les immeubles avant de les revendre. Donc oui, on arrive à faire tourner, mais c'est pas suffisamment. Donc, ils viennent nous voir et ils ont besoin d'une ligne de financement de 2 millions d'euros. Donc nous, on leur prête la ligne de 2 millions, mais je leur dis comment je fais pour garantir qu'à un moment donné, vous n'allez pas fondre un plomb, comment vous allez bien rembourser, etc.
non, mais t'inquiète pas, parce que la boîte, elle est rentable depuis 10 ans. Depuis 10 ans, donc on a regardé leur bilan. Depuis 10 ans, on fait 2 millions de bénéfices tous les ans. Et parce qu'on fait 2 millions de bénéfices tous les ans, ben, on s'est créé du patrimoine, nous aussi en tant que fondateur, à titre perso. Donc on a une foncière immobilière, donc on a mis dans une autre société des biens immobiliers qu'on a intégralement payés, et ces biens immobiliers ont une valeur de 5 millions d'euros. Donc on accepte, si tu nous mets une ligne de financement de 2 millions, de te mettre en caution, en plus du fait que le modèle il tourne et qu'ils sont capables de payer du 12%. Ouais, t'as une caution. J'ai une caution sur des actifs qui valent 5 millions d'euros sur une autre société qui leur appartient. Et en plus de ça, ils ont chacun payé leur maison, leur résidence principale, et je leur ai dit, en plus pour rassurer tout le monde, moi je vous mets une caution personnelle et je veux que vous gagiez votre baraque. Et ils ont dit, mais Cédric, aucun problème. Et donc, c'est pour ça que là, on se retrouve dans un truc un peu spécial où on a, nous, fait les analyses dans tous les sens. On a un modèle qui tourne, qui, eux, leur rapporte 22%, donc ils sont prêts à en redistribuer 12% à des investisseurs. Et en plus, ils ont gagé leur baraque à titre perso, plus 5 millions d'euros d'immobilier qu'ils ont en perso à côté sur du locatif. Donc, il n'y a jamais zéro risque. Mais en tout cas, on a des fois des tu sens que les porteurs de projets qui ont des garanties vraiment ultra solides. Et c'est comme ça, j'imagine, que vous filtrez aussi c'est comme ça qu'on filtre. Projets, quoi. Moi, je reçois à peu près 50, alors ça dépend des mois, tu vois, mais 50 à 200 projets par mois, on va en financer même pas 5%, tu vois. Là, l'hôtel qu'on a financé récemment, l'hôtel a été acheté 4 millions par le groupe de 50 hôtels dont je te parle. Ils veulent le faire monter en gamme, ils avaient besoin d'un financement d'1,3 million. Bon, on a pris une hypothèque sur l'hôtel parce que l'hôtel a été payé cash. L'hôtel, on l'a fait expertiser par BPCE Expertise, qui est une filiale de la banque du groupe BPCE et qui sont très reconnus dans leur capacité à faire des évaluations sur des hôtels. L'hôtel est évalué 4 millions. Donc la communauté en financement participatif est en train de payer 1,3 million sur un groupe qui a 6 millions de trésors. Donc ils voulaient juste pas engager leur trésor, mais ils ont quand même 6 millions de trésors dans leur bilan. Et moi, je prends une hypothèque de premier rang sur un hôtel qui vaut 4 millions. Alors oui, potentiellement, il y a toujours du risque. Potentiellement, ça va me prendre 18 mois pour aller récupérer avec cette hypothèque devant un juge l'hôtel et revendre l'hôtel aux enchères. Mais même si pendant 18 mois, le gars s'arrête de payer ses intérêts, comme c'est des intérêts qui sont fixes, de toute manière, ces intérêts sont dus aux investisseurs. Donc peut-être que moi, c'est pas 1,3 million que j'irai récupérer, c'est 1,6 million, 1,7 million parce qu'il n'aura pas payé ses intérêts entre-temps, qu'il y aura eu des frais de saisie qu'il devra payer. Mais en tout cas, j'ai quand même un actif qui fait 4 millions et que je peux récupérer, vendre aux enchères. Et peu importe le temps que ça prend, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que on est sur des intérêts qui sont fixes. Contrairement au modèle royalty, c'était variable. Là, c'est variable. Si il y a pas d'argent qui sort, les investisseurs ne se retournent contre personne. Finalement, le fait d'être passé en modèle obligataire, ça réduit encore une part du risque. Enfin, l'investisseur finalement prend un peu moins de risques. Alors, on va y revenir après sur les risques, mais moi j'ai déjà une première question sur. Alors, c'est pas vraiment des risques, mais c'est que je mets à la place de l'investisseur, ou ce que je suis allé voir aussi investir sur la plateforme. Quand t'as une collecte en cours. Imagine, je mets, 1000 euros sur le projet en cours. Et si la collecte finalement n'arrive pas au bout, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on a des projets qui font 1 million d'euros en moyenne. Donc, effectivement, tu vois, si tu as une collecte qui arrive pas et que, on patine, on est à 600 000 euros, ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent, il est pas sur les comptes bancaires de Brix, il est pas sur mes comptes bancaires perso. Il est chez un prestataire de paiement qui est lui-même agréé par l'autorité des marchés financiers et par l'ACPR. L'ACPR, c'est une instance de la Banque de France. Donc cet argent est sur un compte séquestre qui est chez la BNP Paribas. Donc nous, si on n'est pas à 1 million d'euros collectés sur un projet en cours, on rembourse intégralement dans les 24 heures les investisseurs et tu récupères ton argent et tu peux le ressortir. Donc là-dessus, tu vois, ce risque n'existe pas de voir ton capital disparaître. Que si la collecte ne va pas au bout, l'argent ne disparaît pas, quoi. Il est remboursé dans tous les cas. Par contre, tu vois, le risque et la question qui revient souvent, mais qu'est-ce qui se passe si Brix fait faillite, tu vois, alors que moi j'ai investi sur 10 projets différents. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est régulé par l'autorité des marchés financiers. Tous les ans, ou même tous les 6 mois, on me demande de compléter un formulaire et d'avoir ce qu'on appelle un ratio de risque prudentiel, donc un ratio de fonds propres prudentiels. Donc, c'est-à-dire que dans mes comptes, je dois avoir des fonds propres qui me permettent d'être supérieur
à mes frais engagés pour faire tourner l'activité. Donc ça permet quoi? Ça permet à l'AMF d'avoir rapidement un warning si je me retrouve avec des fonds propres qui sont pas suffisamment importants pour faire tourner l'activité. Donc même si je fais des pertes, en tout cas eux ils ont ce warning rapide, parce que si en fait je fais des pertes une année mais que j'ai des fonds propres très importants, ben en fait il y a pas de problème. Mais si j'ai plus du tout de fonds propres, là il commence à y avoir une problématique. Donc déjà il y a ces audits qui sont réguliers de la part de l'autorité des marchés financiers pour valider qu'il n'y ait pas un acteur en crowdfunding qui est pas loin du défaut, en tout cas qui est pas loin de mettre la clé sous la porte. Il se trouve que nous, Brix, on est rentable. Tu vois, et moi j'ai vraiment fait en sorte, et pour moi c'est la meilleure preuve de stabilité et de résilience dans la durée, c'est d'être rentable. Comme ça rassure tout le monde. Si je suis rentable, tous les mois je peux payer mes salaires, il n'y a pas de sujet. Mais admettons qu'il y a un acteur du crowdfunding qui ne soit pas rentable, qui n'ait pas une activité suffisante pour être là sur les prochains mois. On a maintenant une obligation qui est d'avoir une solution de gestion extinctive. C'est quoi une solution de gestion extinctive? C'est que s'il y a un acteur qui fait défaut, il doit envoyer toutes les informations qui concernent les investisseurs à un partenaire dont lui, l'activité, c'est de prendre le relais. Parce qu'en fait, quand tu investis sur ma plateforme, moi, je suis juste un intermédiaire. Tu signes pas un contrat avec Brix, tu signes un contrat avec le porteur de projet. Donc, tu prêtes ton argent à un porteur de projet et c'est ce porteur de projet qui, au travers de notre plateforme, te paye tous les mois des intérêts. Donc, en fait, ce contrat, moi, si je disparais, il existe toujours. Donc, en fait, on prend les contrats, on prend la base des investisseurs, on la transfère chez un acteur qui est là pour faire la gestion si moi, je devais disparaître. Et lui, il a les mêmes flux, il a les mêmes connexions. Donc, lui, il va continuer à aller collecter le porteur de projet immobilier et il va continuer à te donner l'argent en attendant que le contrat arrive à son terme, disparaisse, et là, tu récupères l'intégralité de ton capital. Donc maintenant, on a obligation avec le nouvel agrément qui a été mis en place l'année dernière à prendre des solutions externalisées et à payer c'est une assurance, en fait. Tu payes une assurance pour que si toi, tu dois disparaître, ben, en fait, il y a un acteur tiers qui prenne le relais. Ok. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que tu vas me dire si je me trompe, mais quand même le risque le plus important pour l'investisseur, c'est si le porteur de projet fait défaut. Enfin, si le projet du porteur de projet capote, qu'il a pas jusqu'au bout, qu'il y a un problème avec les travaux, qu'il n'arrive pas à commercialiser ses lots, enfin bref, en fonction du projet. Je pense que la question que les auditeurs doivent se poser, c'est quel est le taux de défaut finalement? Que ce soit sur Brix ou même idéalement, je sais pas si t'as le chiffre, hein, mais est-ce que tu sais quel est le taux de défaut du crowdfunding immobilier en France, en moyenne? Est-ce que tu peux le dire sur Brix? Est-ce que je peux le dire? Bon, ce qui m'intéresse idéalement, c'est de savoir en général, tu vois. Si tu as l'info, bien sûr, je sais pas celui-là, mais... Alors, t'as tout dit. En tout cas, c'est le risque principal pour un investisseur quand il fait du crowdfunding, du financement participatif. Nous, chez Brix, on est à taux de défaut égal 0. Pourquoi? Parce que sur les royalties, je vais pas dire que tout se passe bien sur les immeubles. Tu vois, on a 50 immeubles, il y en a 4 pour lesquels on ne reverse pas de revenus tous les mois. Tu vois, par exemple, il y en a un qu'on a acheté à Bordeaux. Bordeaux, les investisseurs, on leur a dit directement sur la fiche de l'immeuble, OK, vous allez acheter un immeuble 700 000 euros qui à la revente minimum vaudrait 1,2 million, mais pourquoi? Parce que il y a 5 personnes qui ne payent pas. C'est une communauté qui ne souhaite pas payer, et donc il va falloir les expulser pour être capable de faire ce qu'on appelle de l'asset value et revendre l'actif plus loin. Donc on accepte d'acheter pas cher parce que c'est un projet où on va s'occuper nous de faire en sorte que soit ils se mettent à payer, soit ils soient expulsés pour revendre plus cher. Donc typiquement là on ne reverse pas de revenus, mais en fait c'est pas un défaut ça, tu vois, c'est que c'était su depuis le début. Là c'est encore dans le cadre des royalties. Mais ça c'était dans le cadre des royalties. Dans le cadre des obligations, nous on est à 0% de taux de défaut. Est-ce que tu sais le chiffre en France? Alors juste pour parler de Brix, nous le défaut on pense qu'on n'en aura pas parce qu'on est sur des projets d'exploitation. Donc en tout cas, on n'a pas de défaut sur notre capacité à reverser tous les mois des intérêts. La question qui se posera, c'est est-ce que à la fin tout le monde paiera son capital à temps ou est-ce qu'il y aura un peu de retard? La difficulté du crowdfunding aujourd'hui, c'est que le taux de défaut est pas important, mais dans une banque, le taux de retard est le plus important. Le taux de retard, il est monstrueux. Il y a certaines plateformes qui ont fait que de la promotion immobilière. Et la promotion immobilière, bah là, en fait, personne ne peut avoir son financement pour acheter des appartements. Donc, tous les promoteurs immobiliers se retrouvent en retard. Donc, tu as des plateformes, je vais pas citer de nom, mais il y a des plateformes qui sont à 30%. Je sais que moi, à titre perso, pareil, je vais pas citer de plateforme, mais les plateformes dans lesquelles j'ai investi en crowdfunding IMO,
les projets ont capoté, j'ai récupéré mon capital plus les intérêts en retard. Donc finalement, j'ai touché plus que ce que j'ai prévu de toucher parce que les intérêts ont continué à courir. Ah, ça, c'est un super cas, ouais. En tout cas, toi, t'as eu de la chance. J'ai eu de la chance, ouais. mais pendant un moment, j'ai eu peur de tout perdre. Tu flippais, ouais. Mais j'ai finalement réussi à récupérer les fonds parce que et avec les intérêts en plus, quoi. Tu vois, il y a une plateforme qui a même décidé tu vois, le projet est parti au tapis, ils ont sponsorisé, je crois qu'il y avait 1,5 million à payer, ils se sont dit, bon, on va payer avec notre réseau parce qu'en fait, on a un risque d'image qui est plus important. Si tout le monde perd son argent que nous, ce que ça va... Et donc, ils ont accepté de sponsoriser. Et donc, c'était potentiellement ton cas, mais en tout cas, des fois, ça peut prendre du temps. Et la problématique, c'est qu'avec ces retards, on voit pas réellement quel est le taux de défaut. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que j'ai peur que ce soit un petit peu biaisé, parce que tu vois, le cas que tu dis, vu que j'ai l'impression que c'est quand même un peu la course à celui qui aura le moins de taux de défaut, parce que finalement, c'est le critère que tout le monde regarde. Et ce que tu dis, ça me fait un peu peur, en fait, parce que je me dis, si tout le monde, vu que la situation économique immobilière, en tout cas, était un peu compliquée ces derniers temps, si chaque plateforme se met à financer pour combler le taux de défaut, finalement, on sait pas qui est capable. Enfin, tu vois, on a du mal à avoir un chiffre. Alors, mais il y a pas. Quoi. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de parler de ce point-là sous différents prismes. Il y a effectivement, ce qui a été compliqué, c'est vraiment toutes celles qui étaient focalisées que sur de la promotion immobilière, parce que là, avec le contexte, le retournement brutal de contexte économique, en fait, beaucoup de promoteurs immobiliers se sont cassés la gueule, et en fait, tous ceux qui ont fait de la promotion immobilière se retrouvent avec du retard. Et pour le moment, on dit que c'est du retard, et il y a des fois des plateformes qui sont à 30% de taux de retard. Est-ce que ça va se transformer en défaut? Et jusqu'à quel moment? Tu vois, ce qui est dommage, c'est que l'autorité des marchés financiers et l'autorité qu'on appelle l'ESMA, qui est l'autorité européenne, n'a pas déterminé à partir de quel moment on considère que c'est un défaut. Tu vois, à quel moment on dit que le capital, il va plus être récupéré. Quand tu es en banque, au bout de 3 ou 4 mois, dès que tu payes plus les intérêts, ils considèrent que tu es en défaut. T'es pas en retard, tu es en défaut direct. Et donc, il y a pas ce critère-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a des plateformes qui n'annoncent pas de taux de défaut alors qu'elles sont potentiellement à 30%. Nous, c'est la raison pour laquelle chez Brix, on a pris le parti inverse de dire, on préfère ne pas faire du tout de promotion immobilière, avoir moins de projets, moins de collectes, mais être sûr d'avoir des projets d'exploitation parce que là, ton taux de défaut est quasiment, en tout cas, on va pas dire nul, mais en tout cas, tu sais qu'il y a une activité économique et même si la personne n'arrive pas à se refaire financer par une banque, bah, tu peux accepter de prolonger parce qu'elle a du chiffre d'affaires, l'hôtelier, tu vois, il peut continuer à te payer tes intérêts. T'as une activité qui tourne déjà. T'as une activité qui tourne déjà. Je pense que le piège dans lequel sont rentrées certaines plateformes, c'est cette course. Tu vois, le crowdfunding, il y a 1 an, tout le monde en parlait, tout le monde disait que c'était génial, que donc tu collectes, il faut toujours amener plus le projet. Et tu te retrouves aussi avec des investisseurs qui disent, moi, si j'ai pas du 11%, j'investis pas. Donc, c'est aussi lié aux investisseurs. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éduquer nos investisseurs à leur dire, mais un hôtelier, il peut pas payer du 11%, il peut pas payer du 10%. Donc, accepter de lui prêter de l'argent à 8, parce que sinon, on peut pas financer des hôtels, nous, à 11. Donc, nous, on va mettre des hôtels à 8. Mais par contre, vous avez pas de risque parce que c'est pas de la promotion immobilière et l'hôtelier, ça fait 30 ans que son hôtel, il est là. Mais on a vu que c'est super résilient. Il sera encore là dans 30 ans. Et donc, il faut aussi que les investisseurs particuliers acceptent que des fois, il vaut mieux investir dans un 8 qui est sécure que dans un 11 où c'est un peu casse-gueule. Et donc, c'est là où toutes les plateformes ont un peu à éduquer les investisseurs dans ce sens-là. Moi, où je suis content, c'est que je vois de plus en plus de plateformes de crowdfunding nous rejoindre sur des projets d'exploitation. Personne ne finançait de l'exploitation. Personne n'était sur des revenus. Tout le monde était sur de la promotion. Et puis maintenant, ça se diversifie à fond sur le type de projet. Même les projets marchands de biens, où là, tu as déjà du bâti et tu fais uniquement de la rénovation d'un bâti existant. Tu vois, par exemple, je vais acheter une maison que je vais rénover ou que je vais découper en appartements et je vais revendre ces appartements-là. Toutes les plateformes, ce qu'elles faisaient, c'est tu vas payer les intérêts en in fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investisseur, il prêtait 1 million d'euros à un porteur de projet. Le porteur de projet faisait son projet immobilier. Et c'est qu'au bout de 2 ans, une fois qu'il avait revendu ses appartements ou la maison une fois rénovée, qu'il remboursait le capital et qu'il payait les intérêts. Mais ça, moi, je trouve que c'est pas du tout aligné avec les investisseurs, parce qu'en fait, si ça se passe mal à la fin, qui est-ce qui trinque? C'est uniquement les investisseurs qui ne récupèrent ni leur capital, ni leurs intérêts. Donc nous, on a dit, OK, on veut bien accompagner certains marchands de biens. Déjà, on va vraiment les sélectionner pour avoir que les bons. Et on va les sélectionner comment? On va les sélectionner en leur demandant d'apporter au minima 10 à 20% d'apport
qu'on va mettre en séquestre et on est sûr qu'on a déjà de l'argent pour payer les intérêts. Donc c'est ce qui vous permet de faire les revenus passifs. Donc c'est ce qui permet de faire des revenus qui sont versés tous les mois, et quoi qu'il se passe à la fin, on est certain que les intérêts ont été payés. Et donc à la fin, c'est sur la marge du porteur de projet, tu vois, qui va se demander, si j'arrive pas à vendre, ok, je réduis ma marge, mais en tout cas, il va pas se dire, ah non, mais j'ai des intérêts à payer, je peux pas réduire. Tu vois, je trouve que ça facilite la compréhension, ça facilite aussi la lecture pour tout le monde. Nous, ça permet de récupérer aussi l'actif, et ça permet au porteur de projet d'être, comme on dit en anglais, tu vois, skin in the game, parce qu'il a déjà mis de l'argent. On finance pas des projets à 110%. Où le porteur de projet ne met rien du tout sur la table, et le truc il est censé tourner, parce que en fait si t'as la moindre problématique à la fin, c'est casse-gueule pour tout le monde. Ok. Et en ce qui concerne la liquidité, comment, l'argent il est bloqué pendant le temps du projet, où on peut récupérer notre argent, ou comment ça se passe? Comment les gens qui mettent 1000 euros toujours, comment ils récupèrent son argent au bout de combien de temps? Alors, la liquidité, ce qui fonctionnait très bien sur du royalty, c'est que c'était pas un titre financier, donc tu pouvais avoir un marché secondaire qui vivait bien, parce qu'on ne considère pas que c'est un titre financier. Les obligations, ce sont des titres financiers. Et donc, tu peux pas avoir un marché secondaire mis en place de manière facile, parce que quand tu as un titre financier, il faut attester de la véracité du titre. Et donc, malheureusement, en France, on te demande de passer par ce qu'on appelle un registre centralisé de titres. Il y en a qu'un qui est homologué pour faire ça en France, qui s'appelle Euroclear. Euroclear, moi, quand je les ai contactés, tu peux pas travailler avec eux en direct, tu es obligé de passer par une banque. Quand tu passes par une banque et que tu veux travailler avec Euroclear, ils te disent que le moindre mouvement va te coûter entre 5 et 10 euros sur chaque mouvement. Et la problématique qu'on a, c'est que quand tu veux démocratiser l'investissement à partir de 10 euros, si tu dis à une personne, vas-y, tu vas pouvoir revendre ta brique qui valait 10 euros, mais ça va te coûter 5 ou 10 euros de frais, et il va dire, vous vous foutez de ma gueule, tu vois. Et surtout, il va pas comprendre pourquoi on a besoin de lui prouver qu'il y a la détention de titres. Tu vois, nous, on l'a en base de données, on l'a déjà dans nos registres. Donc pourquoi il y a besoin d'avoir ce tampon Euroclear en plus? Je pense que il y a eu pas mal de malversations dans les produits financiers qui se sont passés par le passé. Et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces réglementations, et elles sont plutôt positives, mais elles ont tendance à freiner la démocratisation sur des petits montants. Donc compliqué pour le moment de mettre de la liquidité sur des obligations. Donc quand tu as envie de récupérer rapidement ta liquidité, il y a deux possibilités. Soit partir uniquement sur des financements qui concernent des durées courtes. Tu vois, on a des porteurs. C'est quoi le plus court que vous avez aujourd'hui? 12 mois. Ok. 12 mois sur le papier. C'est-à-dire que ça peut être allongé. Non, ça peut pas être allongé, ça peut être rétréci. Ah, ça peut être rétréci. C'est-à-dire que quand il y a un porteur de projet qui nous prend un financement sur 12 mois, nous on a validé qu'effectivement il avait la capacité à sortir sur 12 mois. En général, c'est du marchand de biens où il a déjà quelqu'un qui est là pour lui racheter le bien, et ça peut aller très vite. Là, on a financé un opérateur parisien sur 12 mois, et il s'est retrouvé à rembourser les investisseurs en 6 mois. Donc, il peut faire des remboursements par anticipation. Il y a certains projets qui durent plus longtemps. Tu vois, on va jusqu'à 5 ans. On a fait des projets sur 10 ans. Ceux qui sont sur 10 ans ont mis en place du remboursement par anticipation à hauteur de 5 ou 10% à l'année. Et donc, même s'ils sont sur 10 ans, tous les ans, ils te remboursent 10% de ton capital. Donc, tu as quand même un remboursement qui fait que tu n'as pas ton capital qui est immobilisé pendant 10 ans. Donc, en fonction de tes volontés, tu vas choisir ton horizon de placement et tu vas choisir les projets dans lesquels tu vas investir. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des particuliers qui nous disent, moi, je veux pouvoir avoir de la liquidité de manière assez courte, souvent. Et à contrario, tu vois, l'investisseur qui nous a mis 700 000 euros là sur la plateforme nous dit quoi? Moi, je le fais avec ma holding, c'est un placement de trésor au niveau de ma holding. J'anticipe des taux qui vont redescendre. Tu vois, la BCE, la Banque Centrale Européenne, est en train d'annoncer une baisse des taux. Et donc, lui avait l'habitude de mettre ça sur des placements offerts par sa banque, donc type DAT, qui rémunère en ce moment du 3,5-4%. Si les taux de la Banque Centrale Européenne redescendent autour des 2,5, ça va plutôt payer du 2,5. Il me dit, moi, quand je place sur une durée à 5 ans à 10%,
je viens bloquer un taux 10% qui aujourd'hui me paraît être un taux élevé. Je suis pas sûr que j'arrive à avoir ça dans quelques années. Donc, je préfère bloquer un taux pendant une durée longue parce que j'ai pas forcément besoin là de toucher à mes 700 000 euros au niveau de ma trésor. Donc, tu as différentes typologies d'investisseurs et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi différentes typologies de durée sur la plateforme. Pour revenir sur la liquidité, je pense que ce qui sera intéressant, ça va être de voir, et nous c'est ce qu'on est en train d'étudier, de quelle façon la technologie blockchain, donc on en revient à la tokenisation, j'allais te relancer sur la tokenisation justement, va pouvoir aider à cette liquidité pour avoir une sorte de dérivé. Donc je garde mon produit financier qui est mon obligation, mon titre financier, mais au-dessus je viens mettre une sorte de droit à détenir une obligation. Donc en fait je m'échange non plus l'obligation mais le droit à détenir une obligation. Et en fait, grâce à la tokenisation, tu viens remettre une couche d'abstraction qui te permet finalement de t'échanger des obligations sans que ce soit réellement l'obligation qui soit échangée, et tu retrouves de la liquidité en faisant ça. On revient un peu au système de royalties de manière détournée avec de la tokenisation, et donc ça. Et ça, niveau réglementation, ça passerait côté AMF? Ça va pas être trop complexe à mettre en place? Alors, au niveau de la législation européenne, quand on regarde les textes MiFID là qui sont en train d'arriver. Non, pardon, MiFID c'est autre chose. MiCA sur la tokenisation. On rentre dans ce cadre-là, mais en tout cas c'est une législation qui n'a pas encore été adoptée par le droit français. Mais on est complètement là-dedans, dans la possibilité de venir mettre des tokens qui sont adossés à des produits de la finance traditionnelle et qui ne sont pas directement ils sont associés, mais ils sont pas. Comment expliquer ça? La législation liée à ces produits-là n'est pas celle du sous-jacent direct. Donc tu pourrais avoir le mécanisme dont je te parle qui permettrait d'avoir de la liquidité. Il faudra forcément, tu vois, qu'on vienne faire des notes d'avocat justement pour nous valider le modèle et pour valider que c'est bon. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en tout cas on essaye de tout faire pour rendre accessible quelque chose, et on voit que derrière la finance traditionnelle va pas assez vite que les innovations au niveau des startups, et donc c'est toujours bloquant. Donc t'as un entonnoir, quoi. T'as un entonnoir, et t'as beau avoir la meilleure expérience utilisateur que tu veux, t'aimerais pouvoir offrir justement un marché secondaire à tes investisseurs pour que ça soit très simple pour eux de rentrer, de sortir s'ils ont besoin d'acheter une voiture parce que leur voiture vient de tomber en panne. Et finalement, tu as quand même des règles assez strictes qui t'empêchent de le faire. Ok. Écoute Cédric, je pense qu'on a fait un bon tour sur le crowdfunding. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un sujet qu'on n'a pas eu le temps de creuser, qui te paraît pertinent pour terminer sur le sujet vraiment du crowdfunding et de ce que peut proposer chez Brix? Ouais, alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là on l'a vu vraiment du prisme de l'investisseur particulier. Moi moi ma logique c'est vraiment de permettre à tout le monde de se créer un capital de départ. Je pense que c'est pas forcément avec 10% à l'année que tu vois, on le disait au début, comment je fais pour sortir de mon contexte social, comment je fais pour 10% c'est bien, mais en fait ce qu'on a réussi à créer chez Brix, tu vois, on a été les premiers à mettre un produit qui est un produit d'investissement automatique et qui te force à épargner tous les mois. En fait, tous les mois, tu as la possibilité. Une sorte de DCA sur. C'est une sorte de DCA, voilà. Mais alors, c'est pas vraiment du DCA parce que t'as pas cette notion de volatilité, de volatilité qui va le DCA. Donc, c'est dollar cost averaging. C'est l'idée de mettre tous les mois la même somme d'argent pour essayer pour éviter de timer le marché. Là, il n'y a pas une question de timing de marché. Là, il n'y a pas une notion de timing de marché, mais il y a une notion de diversification qui est possible avec cet investissement automatique. Donc, on vient de prélever une somme que tu nous as déterminée, tu vois, directement sur la carte bleue. Sur chacun des projets, tu vas mettre 100 € si le projet rentre dans tes critères d'investissement. Comme ça, tu es sûr de pas passer à côté de l'opportunité. Et on voit que les gens, comme ça, se créent un patrimoine qui va fructifier dans le temps, parce que quand tu es à 12% de renta à l'année, en plus, qui sont reversés tous les mois, c'est cette notion d'intérêt composé qui est très forte. Et l'objectif, c'est de te permettre d'avoir un capital de départ qui te permettra de faire ta propre acquisition. Tu vois, moi, j'en reviens vraiment toujours à mettre un maximum d'effets de levier. Là, aujourd'hui, je suis pas capable d'accompagner les particuliers sur l'achat de leur résidence principale,
Mais pourtant, je veux qu'ils aient l'apport pour le faire, parce que c'est vraiment ça qui va leur permettre de se créer un capital demain de 150 000, 200, 300 000 euros. Une autre notion qui est forte, c'est que j'accompagne des porteurs de projets et j'ai l'impression d'être un professionnel de santé. Je change leur vie. Moi j'ai un exemple qui est assez flagrant. On a Sébastien, un gars qui est de Pau. Il mange paddle, il boit paddle, il dort paddle tennis. Il est passionné de paddle tennis. Et là, il était dans un job et il voulait absolument monter son complexe de paddle tennis. Et malgré le fait qu'il ait 100 000 euros d'apport, les banques ne l'accompagnent pas parce qu'en fait, c'est pas sa formation initiale, tu vois. De mémoire, il est dans l'assurance. Et donc, nous, il dit, bah oui, t'as 100 000 euros, t'as ton frère qui, en plus, fait faire le terrassement du terrain pour la construction du bâti, tu vois, il va mettre la main à la pâte. Carrément, on t'accompagne sur la construction de ton terrain. Et en fait, on est vraiment capable, avec cette foule d'investisseurs, de transformer des vies. Parce que je pense qu'il y aura pas. Tu fais réaliser des projets de rêve. Tu fais réaliser. Tu vois, le nombre de personnes qui m'appellent et qui me disent, mais moi, ça fait 20 ans que je rêve de monter des chambres d'hôtes. La banque ne veut pas m'accompagner et pourtant j'ai un capital important, etc. Mais ils veulent d'abord voir de l'activité. Là, je pars de zéro. Mais je passe mes journées sur Pinterest pour voir comment tu as vraiment des personnes qui sont motivées et tu sens qu'elles vont tout donner pour ça. Et donc, ce qui est vraiment beau, c'est que en mettant la foule autour de la table, on a vraiment la capacité de faire en sorte que certaines personnes réalisent leurs rêves qui les animent depuis, tu fais le levier grâce à la foule, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup Cédric, en tout cas, c'était super intéressant. Merci Thomas. Je tiens à préciser que c'était un épisode qui n'était pas sponsorisé, hein. Je suis dans les locaux de Brix à Montpellier. C'est vrai qu'on m'a accueilli très gentiment chez lui. Est-ce que, pour ceux qui veulent tester Brix, est-ce que tu aurais peut-être un petit code parrain pour ceux qui viennent de chez moi? Ouais, on le fait régulièrement. On peut, effectivement, c'est pas sponsorisé, mais on peut quand même mettre en place un code d'affiliation en venant de ta part. Donc, on va faire brix.co/investir simple. Et ça permettra à tous ceux qui investissent sur la plateforme de bénéficier d'1% de remise. Okay. Donc, j'allais te demander un petit cadeau pour mon audience, c'est bon, tu l'as fait. Donc voilà, vous investissez, vous mettez 1000 euros et vous allez avoir une brique de 10 euros, 10%, 1%, donc 10 euros qui vous sont reversés dès que vous avez fait l'investissement. Ok, super. Je tiens aussi à préciser, bien sûr, je fais mon petit disclaimer de CIF, je suis pas obligé, c'est évidemment un investissement qui comporte des risques, la liquidité n'est pas garantie. Investissement qui doit rester quand même aussi dans la partie exotique, donc je considère d'un patrimoine, mais voilà, qui est une super façon de diversifier, hein, si vous voulez diversifier votre IMO. Et écoute, merci beaucoup Cédric, merci de ton accueil. Merci à toi. Puis à bientôt. Très cool, à bientôt.